bonsoir. Merci de votre fidélité de regarder votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur, à travers la télévision nationale. Les journées internationales se suivent, mais ne se ressemblent pas. Certaines mobilisent beaucoup plus de monde et enregistrent beaucoup plus d'activités que d'autres. Dans ce troisième numéro du mois d'octobre, nous célébrons la journée internationale du cancer, notamment celui infantile. Aujourd'hui, nombreux enfants sont atteints de cette pathologie. Les chiffres sont alarmants. Une seule unité d'oncologie au CHU. Donc, quelle prise en charge pour ces enfants? Les éléments de réponse avec nos invités, professeur Mamadou Paté Diallo, professeur pédiatre à la retraite, spécialiste des maladies de sang et cancer de l'enfant, et en même temps enseignant à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser, et Madame Souma Makamara, technicienne en anesthésie, présidente de l'ONG Agir tous contre le cancer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté respectivement notre invitation de répondre à nos questions et à celle des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous, mesdames et messieurs, juste après le jingle. Sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème, notamment cancer chez les enfants. Bonsoir, professeur. Le mois d'octobre est réputé pour ses nombreuses journées internationales. La journée mondiale du cancer des seins, combinée avec celui du col de l'utérus, mais également cancer chez les enfants. Cette maladie est méconnue, il faut le rappeler. C'est pourquoi nous avons l'opportunité d'en parler sur ce plateau. Et cette maladie n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, ne connaît pas la couleur de la peau. La journée a été célébrée sur l'étendue du territoire national. De quelle manière ça a été dans le service oncologie de Donka? D'abord, le service d'oncologie, je vais vous parler rapidement de mes relations avec les enfants, les relations spéciales avec le cancer de l'enfant. Je suis pédiatre, donc ma fonction, c'est de m'occuper des enfants. Ensuite, depuis 45 ans pratiquement, je m'occupe des cancers des enfants. Seulement. Et depuis à peu près 33 ans, je m'occupe spécialement des cancers de l'enfant en tant que spécialiste. Et ma spécialisation en hématologie, oncologie, il y a à peu près 33 ans. Donc je suis là parce que les deux collègues, les jeunes oncologues que nous avons formés, l'un est empêché pour des raisons sociales, l'autre est en formation à l'extérieur, sinon c'est eux qui devraient être ici pour parler. Mais les jeunes pour assurer la relève, d'accord. Voilà, ils prennent la place pour parler. Parce qu'ils sont absents tous les deux. Voilà, il n'y a que 2 oncologues à Donka, à part il y avait 3 oncologues, maintenant il y a 2, c'est les 2 jeunes formés au Maroc. Grâce à l'appui au niveau international que nous avons pu avoir, ils s'occupent des cancers de l'enfant. Il faut dire qu'actuellement en Guinée, si on tient compte de l'incidence, on devrait avoir à peu près 1200 à 1200 cancers par an. D'accord. Et lorsque j'ai démarré mes activités en 2008, nous avons eu 12 cas. Et cette année, en 2017, c'est 75. Donc c'est pour dire qu'on est très très loin de couvrir la réalité des cancers de l'enfant en Guinée. D'accord. Alors, parlez-nous comment la journée mondiale, la journée internationale du cancer a été célébrée chez vous. Quelles sont les activités que vous avez menées pour sensibiliser plus de personnes? Parce que disons que cette maladie est méconnue en Guinée. Cette maladie, cancer de l'enfant, n'est pas très connue en Guinée. Il faut dire que tous les organes, tout le système du corps de l'enfant peut être touché par le cancer, aussi bien que chez l'adulte, mais de particularité. Alors la journée, nous l'avons démarré par la chose la plus importante, c'est le partenariat. Partenariat avec une ONG qui nous appuie depuis quelques années pour la prise en charge du cancer de l'enfant. Partenariat avec les parents qui ont participé. Partenariat avec le personnel de santé, surtout les techniciens.
Donc nous avons organisé un marathon, nous avons marché. On en parlera tout à l'heure. Je crois que le professeur fait allusion à votre ONG de Madame Soumama. Oui, merci à vous. Excusez-moi pour ma voix. Oui. J'ai eu un décès, donc... Mes condoléances, mes sincères condoléances. Merci. Au fait, je suis partenaire avec l'unité d'oncologie pédiatrique depuis 11 ans maintenant. Et on essaye de faire au maximum qu'on peut pour sensibiliser la population. Parce qu'en tant qu'associative, nous, c'est ce qu'on peut faire. C'est essayer de sensibiliser la population sur la prise en charge du cancer et essayer d'aider les parents pour comprendre un peu et supporter la douleur des enfants. Et pour ça, pour les problèmes de sensibilisation, on a organisé le Téléthon, comme le professeur vient de le dire. On en parlera davantage. Donc, c'est ce qu'on a pu faire et on essaye d'aller essayer dans les différents hôpitaux pour essayer de voir partout où il y a un problème, un enfant qui a un problème de cancer, le faire venir dans l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka. Donc depuis le mois d'octobre, on a pu avoir quelques enfants qui étaient dans les différents services. Sans le savoir, hein? Oui, sans le savoir. Et maintenant, ces enfants sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka. Les chiffres sont alarmants. Professeur Pathé, comment reconnaît-on le cancer pédiatrique chez l'enfant? Le cancer pédiatrique, excusez-moi, cancer pédiatrique, c'est chez les enfants. Alors le cancer de l'enfant, je vous dis, a une variété extrêmement importante, mais actuellement au niveau des unités d'oncologie, en accord avec les unités africaines et les collègues francophones, nous avons ciblé 5 cancers, 5 organes. Le premier cancer de l'enfant en Guinée, le plus fréquent, en numéro 1, c'est le cancer de l'œil. Le cancer de l'œil qui s'appelle le rétinoblastome. Le deuxième, c'est le cancer de ganglion. Il y a 2 types de cancer de ganglion avec le nom, je n'ai pas besoin de détailler, burkitte et maladie de Hodgkin. Et vous avez après le cancer du rein. Celui-là vient en 3e position. Ensuite, vous avez le cancer du sang, les maladies de sang. Ce sont appelés les leucémies. Donc, ce sont les 5 cancers que nous prenons en charge. Bien sûr, les autres également. Alors, ceux-là, si vous prenez par exemple le cancer de l'œil, si vous avez un enfant avec une papille blanche, un œil blanc, avec une tache blanche, et qui persiste, parfois, assez souvent, il s'agit du cancer de l'œil. Est-ce qu'on ne confond pas le cancer de l'œil à celui de la cataracte, par exemple, ou du glaucome? Oui, en fait, chez l'enfant, le glaucome n'est pas fréquent. Ensuite, lorsque vous avez une tache blanche, généralement, le glaucome ne s'exprime pas par ça. Donc là, il faut l'amener automatiquement dans un centre spécialisé. Et c'est donc le cancer de l'œil est plus fréquent dans nos pays que dans les pays européens. Et vous avez également du côté de la mâchoire, lorsque vous avez des enfants avec une mâchoire, avec les mâchoires qui grossissent, parfois c'est les ORL, parfois c'est les ophtalmos, parfois c'est les odontos qui nous les amènent. Et il faut penser à une maladie, un cancer du système de ganglion. Ensuite, vous avez du côté du rein, lorsque vous avez un enfant, parfois c'est la mère qui, en lavant l'enfant, trouve une boule, une masse au niveau de l'abdomen. Et parfois, cet enfant, parfois, les gens il y a des urines dans le sang, ou bien il a une hypertension artérielle. Cet enfant, lorsque vous l'amenez, on fait rapidement une échographie et parfois, très précocement, on peut poser le diagnostic. Et dans ces conditions, on le met dans le protocole. Et pour les leucémies, c'est souvent, en fait, des signes extérieurs. Parfois, ce sont des cellules qui étouffent l'usine qui fabrique les cellules du sang. Donc, vous avez une anémie, il n'y a pas suffisamment de globules rouges, une anémie. Et parfois, vous avez les plaquettes, ce sont des petites cellules qui aident à la coagulation, qui sont en nombre insuffisant. Parfois, les enfants saignent pour rien. Et parfois, vous avez des infections, parce que les cellules qui défendent l'organisme, les globules blancs, sont étouffées par les cellules cancéreuses. Donc, lorsque vous avez ces signes-là, un enfant qui est pâle, qui a une anémie, ou qui saigne pour rien, ou alors qui fait des infections répétées, parfois des douleurs aux articulations, parfois il faut aller tout simplement aller au niveau du laboratoire, prélever du sang, faire un frottis, regarder les cellules au microscope. C'est ce que moi je fais souvent. Donc ça, on a quand même des signes qui nous permettent d'orienter. Et naturellement, pour le diagnostic, il faut aller faire des éléments spécialisés qui ont parfois des difficultés. Vous détectez très rapidement parce que vous êtes spécialiste, les parents ne sont pas informés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut-il faire pour inviter les parents à comprendre très rapidement
ces différents signes? Alors, le dépistage précoce, ça dépend du système de santé. Si vous avez dans un pays un centre de santé qui fonctionne bien, ou un hôpital qui fonctionne bien, lorsque l'enfant qui est malade, on peut ramener rapidement vers le centre de santé. Si ce personnel de ce centre est formé et éduqué, en général, on peut, dès qu'on voit que les signes, ça ne monte pas, ce n'est pas un paludisme simple ou une infection respiratoire simple, on peut aller. Donc, on peut, pour avoir un diagnostic précoce, il faut avoir une couverture sanitaire pour avoir l'accès. Ensuite, maintenant, naturellement, éduquer les gens, former le personnel pour que rapidement, ils envoient au niveau des spécialistes. En ce moment, on a la chance d'avoir un diagnostic précoce qui dépend de la guérison également. Très bien. Alors, vous avez cité ces 5 cas où ces différents types de cancers. Est-ce que ces différents types de cancers sont tous traités chez nous dans le service oncologie de Donka? Alors, ils sont tous traités parce qu'on a un partenariat international avec les pays africains, en particulier le Mali et le Sénégal, qui ont ouvert très tôt leurs unités, et d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, qui ont ouvert des unités. Donc, on a un protocole qui est commun à tous les pays francophones qui traitent le cancer. Et c'est un protocole que nous avons élaboré nous-mêmes, nous avons adapté en consensus. Celui-là, il est adapté à notre contexte et nous avons donc utilisé ce protocole pour soigner. Donc tous ces cancers dont je parle, les 5, ont effectivement des médicaments, nous pouvons les prendre en charge. Naturellement, il arrive certainement qu'on puisse avoir besoin de la radiothérapie, nous n'avons pas ici, ou bien qu'on a des drogues qui sont assez agressives, on n'a pas la possibilité de les mettre dans un environnement qui est stérile pour le faire. Mais dans l'ensemble, on a des protocoles qui sont conjoints, qui sont consensuels, que nous utilisons et ils marchent. D'accord. Madame Souma, vous n'êtes pas docteur, vous êtes anesthésiste, hein, et vous n'êtes pas spécialiste, j'allais dire. Alors, est-ce que dans votre structure, vous allez nous rappeler tout à l'heure le rôle et les perspectives de cette ONG, est-ce que dans votre structure, vous avez des médecins spécialisés pour détecter, comme vous faites la sensibilisation dans les différentes structures de santé, est-ce que parmi vous, il y a des médecins spécialisés pour la collecte de ces personnes, de ces enfants qui sont même malades du cancer? Non, pas pratiquement. Mais par contre, il y a des médecins qui connaissent réellement c'est quoi le cancer pédiatrique. Et parce qu'à Yastine, par exemple, il y a une unité de chirurgie pédiatrique et qui reçoivent beaucoup d'enfants. Donc avec eux, à chaque fois maintenant, on leur a dit qu'ils ont un problème d'un cancer chez l'enfant, de transférer, ils sont les chirurgiens pédiatres. S'il s'agit d'opérer cet enfant, ils pourront l'opérer, mais il faut d'abord qu'ils soient en commun avec l'unité d'oncologie pédiatrique pour la prise en charge. Parce qu'il y a des cancers qui peuvent commencer la chimiothérapie avant l'opération et il y a d'autres il faut opérer avant, mais il faut toujours qu'ils soient d'accord sur le protocole entre chirurgien pédiatre et oncologue pédiatre pour tomber d'accord sur le programme à suivre sur ces enfants-là. Très bien. Docteur, on m'a rappelé, nous, avant d'aller plus loin, le rôle de ces structures, vous allez nous rappeler parce que vous avez parlé de façon très brève, le rôle de votre structure, agir tous contre le cancer en Guinée, et puis les perspectives de cette structure. Bon, le rôle de l'ONG Agir tous contre le cancer de l'enfant, c'est la sensibilisation et la prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge morale des parents. Et on essaye de faire ça parce que le groupe franco-africain d'oncologie, par le canal du professeur Pathé de l'unité d'oncologie pédiatrique, nous a fait bénéficier l'association avec les autres associations qui sont dans l'Afrique subsaharienne. Et avec eux, on essaye de faire des formations. Ils essayent de nous former pour comment se comporter en tant qu'associative vis-à-vis des unités d'oncologie pédiatrique. Et c'est ce que nous faisons, c'est pour la prise en charge des enfants sur le plan moral et le diagnostic précoce. Parce que ça, c'est à nous de faire. Ce n'est pas les chirurgiens, ce n'est pas les oncologues pédiatres. Ils sont dans le service, ils travaillent. Mais pour aller collecter des malades, comme je vous ai dit, pour aller sensibiliser les gens en langue... De quelle manière, de quelle manière, j'en venais, de quelle manière, quels sont les canaux de communication que vous explorez pour toucher plus de familles, pour faire passer plus d'informations à Conakry et à l'intérieur, parce que votre activité ne se limite pas seulement à Conakry, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Au fait, l'une des choses qu'on fait pour essayer de sensibiliser
plus grand nombre de personnes, c'est d'abord le marathon. Parce que vous voyez, le marathon, quand on passe en criant, les gens se demandent pourquoi ils crient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit beaucoup de monde courir et on crie. On dit cancer, cancer, cancer pédiatrique. Et il y en a, par exemple, hier, qui ont commencé à me demander, beaucoup m'ont appelé pour demander, ah, donc les enfants aussi font des cancers. Nous, on pensait que c'est chez les adultes seulement qu'il y a le cancer. Arrêtez de nous blaguer. J'ai dit non. Ce n'est pas une blague, les enfants le font. Parce qu'actuellement, par exemple, dans l'unité, donc, il y a un enfant de 1 an qui a un problème de rein. Donc, c'est pour dire que tout le monde, tous les enfants... C'est une maladie que l'on doit prendre très au sérieux. Très au sérieux. Mais le problème est que nous, on a beaucoup de difficultés parce que les gens ne croient pas que les enfants, même quand ils sont intellectuels, et ça, c'est pas seulement de notre côté, c'est le côté de tout le monde. Les prises en charge sont difficiles parce que le Guinéen comprend très peu. Vous passerez dans une émission de nos différentes langues ici pour faire passer encore plus de messages en sous-sous et puis on invitera peut-être d'autres. Fatma Traoré est là pour vous recevoir et puis parler de cette pathologie qui fait des ravages et que les gens ne sont pas informés. Avant de continuer, pour vous poser des questions, professeur Pathé et Madame Souma, on va suivre le reportage de Adia Toubari de la rédaction politique du journal télévisé. L'unité de neurologie pédiatrique, la seule que compte la Guinée. Elle est spécialisée dans la prise en charge du cancer de l'enfant. Ici, de nombreux malades de cancer, comme celui de la leucémie, du rein, du ganglion et de l'œil sont admis presque à la phase terminale. C'est le cas de Ibrahima, dont l'état de santé inquiète la mère. Vu l'état de santé de mon garçon, je suis beaucoup préoccupée et je prie Dieu qu'il recouvre sa santé. Le diagnostic précoce du cancer d'Ibrahima aurait permis de sauver son œil. Des signes cliniques ou encore les symptômes du cancer de l'œil, comme les taches blanches, sont identifiables dès le début de la maladie qui affecte ce petit garçon de 8 ans. L'idéal étant de rompre l'évolution des cellules cancéreuses une fois détectées. Plus la tumeur elle est grande, plus les protocoles diffèrent. Par exemple, un enfant qui vient avec une toute petite tumeur qui vient d'apparaître, il y a d'autres thérapeutiques qu'on peut faire. Il y a la thermochimiothérapie, là on cherche à sauver l'œil. Mais si la tumeur devient très étendue, on est obligé de faire une chimiothérapie et de faire une énucléation. L'énucléation, c'est enlever l'œil. La prise en charge du cancer infantile est coûteuse et longue pour un effectif de patients, pour la plupart issus des milieux défavorisés. Face à cette réalité, de nombreux malades sont contraints d'arrêter très tôt le traitement. Dans cette unité d'oncologie pédiatrique, des cas enregistrés en font foi. La difficulté la plus importante, c'est les ressources qui sont limitées par rapport aux parents qui n'ont pas les moyens souvent pour payer pour le bilan diagnostique, surtout qui n'ont pas les moyens pour payer les médicaments. Alors les abandons, ça expose le malade à rechuter, ça donne peu de chance au personnel de le récupérer. Beaucoup de gens qui sont revenus en rechute ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers les soins palliatifs, donc les traitements en fin de vie. Avec 8 lits d'hospitalisation et seulement 2 spécialistes pour tout le pays, l'unité d'oncologie pédiatrique de Donka a reçu 78 cas de cancer de l'enfant en 2017. Plusieurs ont succombé à la maladie. Ceux qui résistent encore grâce au traitement ont leur croissance ralentie sous le poids de la tumeur cancéreuse. Sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, nous avons regardé le reportage de notre consoeur, la seule unité oncologique, le seul centre sur l'étendue du territoire, 8 lits, 78 cas. La prise en charge est parfois tardive. Professeur, quelle lecture faites-vous par rapport à ce reportage? Et puis, on va revenir sur la prise en charge proprement dite. Par rapport d'abord à la création de cette unité-là, je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. Je vous ai dit que cette unité a été ouverte il y a très longtemps. En 2008, on l'a réouverte.
Et puis ensuite, il y a eu une rénovation qui n'a pas marché en 2009. On a fermé. Ensuite, on a pu la réouvrir. En 2012, nous avons adhéré à ce qu'on appelle le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui est un groupe qui regroupe toutes les unités africaines d'Afrique du Sud, du Sahara et de certaines unités francophones pour aider les pays à guérir les enfants atteints de cancer dans leur pays. Lorsqu'on a ouvert, on a voulu réouvrir l'unité. Les collègues m'ont fait comprendre qu'avec un seul oncologue que je suis, ils ne peuvent pas du tout envisager de nous appuyer pour continuer. Quelle était la solution? Il fallait qu'il y ait des spécialistes. Ils m'ont donné une bourse. J'ai envoyé un jeune pédiatre qui avait terminé. Il est revenu un an après avec son diplôme. Et l'année suivante, ils m'ont donné encore une bourse. J'ai envoyé l'étudiante qui était en 4e année pédiatrie, qui était la meilleure de la promotion, pour un an encore au Maroc. Elle est revenue. Donc, avec le retour de ces deux jeunes, qu'on a pu ouvrir réellement l'unité. Et lorsqu'on a ouvert en 2014, ensuite il y a eu l'épidémie Ebola, on l'a presque fermé. On a réouvert et maintenant, depuis quelque temps, l'histoire de cette unité, on a eu des médicaments. Tous les 6 mois, on a des médicaments. Donc vous comprenez que de 12 en 2008, cette année, en 2017, c'est 75 qu'on a eu. Donc ça veut dire que c'est lié aux spécialistes, lié également aux médicaments. Mais il faut dire que pour l'unité, pour qu'elle s'ouvre, il fallait les chirurgiens pédiatres d'abord. Ils font partie de l'unité. Et à côté, on doit avoir un laboratoire d'hématologie qu'on a difficilement pour les leucémies. On doit avoir un laboratoire de biochimie pour suivre les enfants et un laboratoire d'anatomie pathologique. Ça, c'est le service obligatoire pour avoir une unité qu'on peut faire fonctionner. À côté, vous avez la radiologie qui doit fonctionner. Ensuite, tous les supports, les soins intensifs. Lorsqu'un enfant s'aggrave, nous avons besoin de l'oxygéner. Nous avons besoin de lui donner du sang. Nous avons besoin d'une assistance respiratoire. Donc, ce service qui n'est pas, qui ne tombe pas du ciel, il fait partie du service de pédiatrie de Conakry. Il fait partie intégrante. Donc, nous avons besoin d'un équipement de ce service de pédiatrie. Concrètement, professeur, est-ce que le service d'oncologie pédiatrique est à 100% opérationnel selon les normes internationales? Oui, on ne peut pas dire qu'il est 100% fonctionnel parce que d'abord, on est limité par rapport au diagnostic de leucémie. Moi, je suis le seul hématobiologiste pratiquement qui fonctionne en Guinée. J'ai des jeunes que j'ai formés, certains sont partis. Ils sont partis pour un niveau de meilleur, de ciel plus clément, et d'autres sont restés. Donc, on n'a pas d'hématobiologiste. Il le faut aussi. Souvent, c'est ce que je fais. J'envoie à Dakar, à Abidjan avec les gens qui voyagent, à Paris avec les lames, j'envoie. Donc je demande un appui pour avoir un peu plus de garantie. Deuxièmement, nous avons Willy. Willy, pour 78 cas. Ils se sont rendus compte hier que la salle est pleine. Il dit c'est pour l'hématologie et l'oncologie. Donc ensuite, c'est dit quand même l'équipement, il faut laisse à désirer. Mais l'espoir que nous avons, le grand espoir, c'est la rénovation de Donka. Chaque fois qu'on nous pose un problème, on dit dans quelques mois, on aura un service au moins de 10 lits qui est bien équipé avec un environnement approprié. En ce moment, nous espérons que la fonctionnalité optimale va être obtenue. Très bien. Docteur, cette maladie est méconnue en Guinée. Les gens sont peu informés ou presque pas d'ailleurs. Le corps médical en oncologie est moins important. Vous l'avez dit, il faut former les jeunes. Vous êtes déjà à la retraite, mais vous êtes en fonction. Selon vous, professeur Pathé, que faut-il faire pour rehausser concrètement la capacité d'accueil? Vous l'avez dit, on revient dessus, c'est important, et multiplier le nombre de centres à Conakry d'abord, et penser à l'intérieur. Souvent, est-ce que les malades qui viennent ne sont pas aussi de l'intérieur? Alors, il y a beaucoup qui viennent de l'intérieur. Il y a un exemple d'un enfant qui est actuellement au service, qui vient de Massanta, la mère vient de Massanta, qui n'a aucun rapport. Nous avons pensé avec Mme Souma que si les autorités, toutes les autorités, il y a une volonté politique, on pourrait avoir un endroit où les parents qui viennent de l'intérieur pourraient être reçus. Il faut donc une volonté politique. Nous avons été reçus par l'Assemblée, les députés de l'Assemblée, un accueil très chaleureux. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts à appuyer tout texte qui viendrait pour aider. Ensuite, vous devez avoir probablement la formation des gens. Donc je pense qu'avec une volonté politique dans beaucoup de pays, le Maroc est l'exemple le plus typique, c'est la princesse qui aide beaucoup de pays africains et le Maroc pour ouvrir l'unité et la faire fonctionner. Au Sénégal, on vient d'ouvrir un institut de formation pour former les cancérologues, les oncologues pédiatres, et ils sont insérés sur le plan cancer du président de la République.
L'écologie pédiatrique est le plan il faut parrainer en quelque sorte le service. Effectivement. Alors, je crois que c'est une opportunité pour vous de... Vous ne ciblez pas quelqu'un à Conakry, quelqu'un qui pourrait quand même parrainer ce service. La première dame, quand même, on l'a vu à la télé, mène une large campagne au niveau chez les femmes. Le cancer du sein, du col de l'utérus, est-ce qu'elle ne peut pas regrouper ces 4 cancers en même temps pour qu'elle marraine ou parraine ce service-là? Bon, elle a commencé, elle nous a donné une bourse d'un jeune étudiant très brillant qui doit aller pour une formation de 1 an. C'est le geste qu'on a eu de sa part par rapport au cancer de l'enfant, formé d'un oncologue pédiatrique extraordinaire. Ensuite, elle a rencontré beaucoup de premières dames donc, de la région, ça, je pense la Côte d'Ivoire, le Gabon, je ne sais pas exactement. Et je pense que cet exemple qu'elle a vu avec ces premières dames, à mon avis, elle devrait s'impliquer davantage pour le cancer de l'enfant, étant donné qu'elle le fait pour les autres cancers. Tout à fait. Donc là, elle a un Je crois que le message ne tombera pas dans les oreilles d'une sourde. Madame Souma, vous qui êtes technicienne, vous êtes sur le terrain, il y a des parents qui viennent de l'intérieur. Comment vous gérez tout cela? Oh, c'est très difficile à gérer. Parce qu'actuellement, il y a un enfant même qui est dans le service. Je suis obligé d'essayer de les prendre en charge. Avec les moyens, je les ai dit, après l'hôpital, ils peuvent venir chez moi je n'ai pas de problème. Mais le problème est que je ne pourrais pas, avec le logement que j'ai, je ne peux pas prendre tout le monde. Pour ça, il faut un logement, qu'on dit souvent la maison d'avenir. Et cette maison, elle existe dans tous les autres pays qui ont maintenant des services, sauf à Conakry. En Guinée, on n'en a pas. C'est l'opportunité. Parce qu'il y a des enfants qui abandonnent. Il y a beaucoup de décès qui surviennent par abandon de traitement. Oui, parce que ils commencent le traitement, ils vont au village. Après, ils n'ont pas les moyens de revenir, Et deuxièmement, ils ont la paresse parce qu'ils n'ont pas où habiter à Conakry. Donc moi, je me suis dit, je me suis intéressé même la dernière fois sur le reportage. J'ai demandé à l'État. L'État peut bien nous aider. Pour le moment, dans les autres pays, s'ils ne construisent pas la maison, ils essayent de l'avoir par rapport le bien. Bâti. Moi, j'ai parlé du patrimoine bâti, madame, donc je ne suis pas la seule qui pense au patrimoine bâti. Il y en a plein. Je me suis dit, il y a des maisons de l'État, il y a du patrimoine bâti qu'on peut rénover. Ils n'ont qu'à nous montrer une maison. Si on nous attribue, nous, on prendra en charge le reste, c'est-à-dire l'aménagement de la maison, et essayer de prendre même le personnel pour s'occuper de ces parents qui viennent de l'intérieur du pays, en attendant que les médecins soient formés pour aller à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas attendre que les médecins soient formés pour aller à l'intérieur du pays avant de réaliser la maison des parents. Entre-temps, beaucoup d'enfants vont mourir par abandon. Donc, il faut commencer. Même demain, même aujourd'hui, là, s'ils nous montrent la maison des parents, c'est pour dire qu'il y a des enfants qui pourront être sauvés. Vous avez déposé un courrier dans ce sens? On a déposé des courriers partout. Je crois que le directeur de patrimoine bâti suit cette émission et tiendra compte de vos inquiétudes, de tout cela. Et je suis désolé de vous... je suis très heureuse d'abord, pas désolé, parce que moi je me dis, il y a une personne d'une très bonne volonté qui nous aide depuis qu'on a commencé. À chaque fois qu'on lui a parlé de quelque chose concernant le cancer pédiatrique, il était d'être là, présent, et il nous aide financièrement. Parce que quand on a fait le téléthon... Félicitations et tous nos encouragements à cette personne. Oui, ça c'est monsieur... Je ne garderai pas parce que c'est monsieur Moustapha Naïté. Très bien. Moustapha Naïté nous a aidés. Et je suis sûr que s'il était encore au patrimoine bâti, qu'on allait avoir une maison pour les enfants atteints de malades. C'est sûr. Alors, professeur Pathé, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message aux parents au niveau des mesures préventives par rapport à cette maladie? Les mesures préventives, en fait, contrairement au cancer de l'adulte, les facteurs de risque ne sont pas très faciles à être abordés. Par contre, on sait que certains cancers, le tabagisme parental, c'est un facteur de risque du cancer de l'enfant. Lorsque les parents fument ou ils boivent, c'est un facteur de risque. L'allaitement maternel et un régime équilibré, c'est un facteur de protection. Donc déjà, c'est une chose qui est importante. Ensuite, une fois que les parents, parce que nous disons la vérité aux parents lorsqu'il y a un cancer, ils doivent comprendre que l'enfant doit être traité, suivi. Parfois, dès qu'il y a une réduction importante, une rémission importante, ils disparaissent. On n'arrive plus à les voir. Parfois, ils vont en médecine traditionnelle.
parfois on n'arrive pas à les revoir. Donc, en médecine traditionnelle, pourquoi faire? En médecine traditionnelle, parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'il y a un guérisseur qui peut faire ceci ou cela. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que vous-même, vous nous aidiez pour la sensibilisation. Et puis naturellement, nous faisons de notre côté avec le système de santé, le système éducatif, pour que les gens comprennent qu'un cancer de l'enfant peut être diagnostiqué précocement et il peut être guéri à ce prix. Voilà, on va aller très rapidement. Le dépistage précoce, la sensibilisation sont des moyens, docteur et Madame Souma, pour sauver des vies. Nous allons suivre le deuxième reportage très rapidement sur le marathon et puis on va revenir sur la deuxième partie. Les téléspectateurs vont vous appeler pour vous poser des questions, leur inquiétude et vous êtes mieux placé pour leur répondre. Si le deuxième élément est prêt sur le marathon, la régie. C'est une caravane de sensibilisation contre le cancer chez les enfants. Du rond-point Donka au Palais du Peuple, soit une distance de près de 2 km, ces acteurs de la santé et représentants d'ONG nationales et internationales effectuent cette marche pour appeler à plus d'actions d'éradication du cancer. Ce marathon, on le fait parce qu'on veut crier SOS cancer pédiatrique en Guinée. On veut montrer à la Guinée et à la communauté internationale que le cancer pédiatrique existe et qu'il y a des moyens de changer la courbe de tendance. Au lieu d'avoir beaucoup de décès, qu'on ait moins de décès. Le cancer infantile fait partie des 5 actions retenues par le Lions Club International. C'est le diabète, c'est la vue. En ce moment d'ailleurs, c'est le mois de la vue. C'est le cancer infantile, c'est la faim et c'est l'environnement. Donc ça va dans le cadre de notre plan d'action. Parmi les participants à la 3e édition de cet exercice, Amina Toubari. La soixantaine, elle, est mère adoptive d'une adolescente décédée des suites du cancer, il y a juste quelques années. On connaît les cancers des grandes personnes, cancer de sein, cancer de foie et autres, mais on parle rarement des cancers des enfants en Guinée, alors que c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu pendant 3 ans, je me suis battue parce que ma fille adoptive faisait une leucémie. Et c'est pour cela que j'ai participé à cette marche pour attirer l'attention du gouvernement, de la population et de tout le monde pour dire que ça existe et que nous devons tous nous donner la main pour combattre cela, aider les enfants et aider leurs familles. La caravane de lutte contre le cancer chez les enfants est une initiative de l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée. Depuis 2011, cette structure œuvre pour l'éradication de cette maladie. En 2014, elle avait organisé en collaboration avec la RTG Koulouma un téléthon pour soutenir la prise en charge de la maladie en Guinée. Les fonds récoltés ont permis l'ouverture de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Donka. Sur le plateau, vous êtes l'actrice principale de ce marathon, Madame Souma, n'est-ce pas? Oui. Alors racontez-nous l'ambiance qui prévalait ou qui, par rapport à ce marathon. L'ambiance qui était là était vraiment très positive et j'ai aimé. Au fait, moi-même, je suis parti difficilement parce qu'avec la perte de ma soeur, je ne voulais pas sortir. Mais je me suis dit il fallait partir. Je l'ai dit, je me suis dit, parce que si elle était là, c'est elle qui allait toujours me bosser. Essaye, lève-toi. Tu te combats contre le cancer pédiatrique depuis des années. Lève-toi et vas-y. Donc, je suis parti pour faire encore honneur aux mémoires de ma soeur. Et en plus de ça, je suis allé parce que je me suis dit, avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, on s'est dit qu'il faut, le septembre, on devrait faire ce marathon depuis le mois de septembre. Mais on ne l'a pas fait parce qu'il y avait les préparatifs pour le 2 octobre. Donc on a reporté pour le mois d'octobre. D'abord, il y a la collecte des fonds.
Et ces fonds, c'est effectivement pour la maison des parents qu'on veut faire, la maison d'avenir. Et en plus, la prise en charge. Parce que la prise en charge, ce n'est pas seulement les médicaments anticancéreux qu'on nous donne, que le groupe franco-africain. Il y a les sérums, il y a les cathéters pour prendre la voie veineuse. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la prise en charge. Il y a le bilan préopératoire, le bilan après chimiothérapie. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce domaine. Donc, on a demandé des collectes de fonds. En plus, les parents qui viennent de l'intérieur du pays, qui sont très pauvres, des fois n'ont même pas de quoi payer le repas pour l'enfant qui est hospitalisé, ou bien eux-mêmes, la maman même qui est à côté. Donc, ces fonds rentrent dans ce cadre-là. Et donc, avec ce groupe franco-africain, on a dit qu'on va faire le Marathon Day, c'était pour... Parce que Obama l'a fait aux États-Unis. Il a fait pour collecter des fonds pour la prise en charge des enfants malades de cancer. Alors, si eux, ils ont fait, pourquoi pas nous? Donc, on s'est dit qu'on peut le faire et que les Guinéens allaient comprendre ce que nous faisons et ils allaient nous aider par rapport à ça. Et on pense vraiment qu'ils le feront et que la prochaine fois qu'il y aura encore marathon, en tout cas, il y aura une motivation, il y aura plus d'engouement dans la communauté, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, pour la prise en charge des enfants malades de cancer. Professeur, le traitement est coûteux, vous l'avez dit tout à l'heure, douloureux pour les enfants, la chimio, et ça prend assez de temps. La durée varie selon les types de cancer. Selon vous, professeur, en plus, selon vous, les personnes d'abord qui, Madame Souma l'a dit tout à l'heure, les parents dont les enfants sont victimes de cette maladie sont issus des familles défavorisées. Et selon vous, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment recadrer tout le système autour du traitement? Bon, le traitement est coûteux, le bilan diagnostique est coûteux. Parce que certains abandons se lient en fait à ces coûts. Parfois, vous commencez à une suspicion, demandez à faire l'échogramme, simple, on le fait. Après, c'est l'échographie qu'on fait. Après, pour avoir des précisions sur la localisation, on va faire le scanner ou l'IRM. Vous comprenez, certains parents disparaissent en ce moment-là. Et même si on arrive à le faire, après, quelques médicaments nous donnons gratuitement, mais il y a beaucoup de médicaments que nous n'avons pas. Donc, aussi bien le bilan que le traitement complémentaire, il faut prendre des dispositions par rapport à ça. Ensuite, vous avez par rapport au personnel. Parce que vous n'avez pas suffisamment d'infirmiers dans le service, c'est difficile parce qu'on doit vivre là permanemment. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement des infirmiers qui aguise souvent. Lorsque ça démarre, les infirmiers sont très liés aux malades, les enfants parfois meurent, ils sont en fin de vie et ils lâchent. Carrément, les infirmiers lâchent, certains font des dépressions et ils disparaissent, ils vont ailleurs. Donc je crois qu'il faut investir sur les ressources humaines et sur l'organisation. Ensuite, aller au niveau des médicaments. Les médicaments, à mon avis, on a commencé à avoir des médicaments. Il est possible qu'on ait un complément. Le traitement, le protocole est standard. Tout ce que nous faisons ailleurs, nous faisons, c'est des protocoles qui sont validés. Ça prend 2 ans parfois, ça prend parfois plus de 2 ans, avec des phases d'induction, d'intensification, de consolidation que nous connaissons bien. Et les drogues coûtent cher. Donc je pense que ce qu'on peut faire, c'est actuellement voir dans quelle mesure on peut prendre des dispositions pour que l'enfant atteint de cancer, comme dans beaucoup de pays, soit pris en charge par la société. C'est une décision qu'on peut prendre. Il faut qu'on devrait avoir un plan de lutte contre le cancer en Guinée. On ne l'a pas malheureusement encore. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire de façon globale. Et le cancer de l'enfant devrait s'insérer dans ce cadre du plan stratégique de lutte contre le cancer. Tout à fait. Donc je pense que ressources humaines, pour moi, c'est ça. C'est fondamental, il faut former, il faut que les gens restent, il ne faut pas les former et qu'ils aillent ailleurs. C'est pas les fidéliser, les garder, il faut créer les conditions. Effectivement. Voilà, pour pouvoir garder. Il y a un vrai sacrifice, les gens qui restent là, c'est vraiment très dur. En tout cas, cette maladie, cette pathologie est méconnue, hein, vraiment, moi. Je fais partie des surprises que vous avez eues lorsque vous étiez sur le terrain, le marathon. Les gens demandent est-ce que cette maladie existe effectivement. C'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher. Le 620 58 90 73. J'espère que beaucoup de personnes vont vous appeler pour vous poser des questions d'ici là. Docteur et Madame Soumam, alors si je vous appelle docteur, c'est le médecin qui passe ici. Vous pratiquez ce métier depuis 11 ans, vous travaillez avec les spécialistes. En tout cas, on vous considère comme docteur.
Alors, quelques messages avant que le téléphone sonne, Madame Souma. D'abord, je remercie le Lions Club Karukarunde, dont je suis membre et qui sont là parce que ça fait partie de nos plans, comme notre PR vient de dire, et qui sont là et on se bat pour le cancer pédiatrique et on espère encore faire beaucoup d'autres choses concernant le cancer pédiatrique. Et nous pensons et nous souhaitons que ce soit autorité publique, privée, en tout cas que les Guinéens sachent que ce que nous faisons, ils peuvent faire la même chose et que nous faisons pour les enfants de la Guinée et que ces enfants, personne ne sait ce que les enfants là pourront faire demain pour le pays. Nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis Mohamed Kamara. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, vous avez une question pour nos invités? Je suis Mohamed Kamara. Oui, vous avez une question? J'appelle de Dessia. Dessia, oui, monsieur Kamara, nous vous écoutons. Oui, merci vraiment pour cette émission. Je voudrais juste poser une question au professeur Pathé. Allez-y, oui. Je voudrais poser une question au professeur Pathé. Je remercie de passage parce qu'il a fait beaucoup pour la santé en Guinée. Mais quel est le plan de relève qu'il est en train de mettre en place en matière de prise en charge pédiatrique? Parce que vous-même, vous le savez, il est déjà à la retraite, mais il continue à travailler. Et que le problème de médecine en Guinée, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière. Les étudiants font la médecine, ils finissent, chacun se débrouille à faire quelque chose. Quel est le plan de carrière qu'ils ont mis en place pour la faculté de médecine pour que, comme à Dakar, tout près, quand tu es déjà en 6e année, tu sais quelle sera ton orientation après. Tu vas faire la gynéco, donc tu t'orientes pour faire une formation supplémentaire après les 6 ans de médecine. Mais en Guinée, les étudiants sortent, chacun se débrouille dans la nature, c'est pourquoi il y a des cliniques clandestines partout. Il a marché. Les gens sont en train de mener partout, il n'y a pas de contrôle. Qu'est-ce que réellement, lui, il a été ministre de la Santé, il a fait beaucoup de réformes. Mais qu'est-ce que le pays prévoit en termes de relève, de préparation de relève après? Parce que quelle que soit la durée de vie d'une personne, il ne peut pas tout faire. Il a fait déjà beaucoup. Il y a l'âge aussi. En matière de plan de carrière pour les jeunes médecins guinéens. Merci beaucoup, monsieur Kamara. C'est vraiment important qu'on ne résout pas ce problème. Le problème de ressources humaines en médecine ne sera pas réglé. C'est ça le grand problème. Merci, monsieur Kamara. Il a quelque part marché sur ma langue lorsqu'il a dit que c'est pourquoi il y a beaucoup de cliniques fantômes dans les quartiers et qui tuent beaucoup de gens. Alors, professeur, vous avez je remercie monsieur Kamara. J'ai l'impression qu'il m'a connu un peu. Alors, par rapport à la relève, je ne vais pas parler au nom de la faculté de médecine. Il y a une nouvelle réforme de la faculté de médecine qui s'appelle Faculté des sciences et techniques en santé. Et il est prévu là-dedans l'internat de médecine. Si l'internat de médecine est créé en Guinée, je pense que ce problème de ressources humaines pour le système éducatif et de santé va se régler parce que ce sont des internes qui vont faire leur internat et vont s'orienter en pédiatrie, en gynéco et plus tard, ils peuvent aller dans le système de santé ou bien rester enseignants. Ça, c'est du côté de perspective. Maintenant, pour ce qui est de l'unité, j'ai une chance pour cette unité-là. C'est l'une des rares unités en Guinée où on a formé 2 pédiatres oncologues spécialisés au Maroc qui sont revenus, qui se dédient corps et âme. L'un d'entre eux a un plan de carrière. Il est assistant à la faculté. J'espère que dans 2 ans ou 1 an, il va être maître assistant de la faculté. 3 ans après, maître de conférence. Ensuite, professeur titulaire de pédiatrie avec spécialité oncologie. Mais c'est la pédiatrie, l'agrégation. La deuxième, qui était l'une des meilleures de la promotion, a été recrutée. Son dossier au niveau de la commission de la faculté pour être recrutée comme assistante. Nous avons formé des infirmiers. Un infirmier qu'on a formé, malheureusement, qui est parti, qui a pris un contrat ailleurs. Je ne vais pas dire son nom. Et nous avons en train de former d'autres infirmiers. Il y a une infirmière qui était récemment à Marseille sur les douleurs et les soins palliatifs qui était battue avec un médecin à Marseille. Il y a d'autres qui sont formés à Dakar. Donc je pense que pour l'unité qui s'intègre au service de pédiatrie, je pense qu'il y a de l'espoir. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y a un support du côté du service de pédiatrie. Je pense qu'ils vont le faire, la direction du service de pédiatrie, de l'hôpital d'Onka, qui pourrait peut-être envisager que les enfants
atteints de cancer ont une hospitalisation gratuite. Ils payent un peu actuellement. On peut envisager une convention entre l'unité et la direction de l'hôpital pour que la gratuité soit assurée pour ces enfants. Ensuite, au niveau du ministère de la Santé, qui est rapidement, le plus tôt possible, un plan ou une politique de lutte contre le cancer en Guinée, dans lequel nous avons récupéré les parties liées à l'enfant pour avoir un plan stratégique de lutte contre le cancer de l'enfant. Voilà donc mes perspectives. Je remercie M. Camara. Je lui demande de s'intégrer un peu aux équipes pour donner des conseils, comme il est au courant de ce qui se passe. Il est au courant de beaucoup de choses. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? C'est parti, on va attendre, mais d'ici là, nous allons profiter, malheureusement. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Si vous nous écoutez par ici, éloignez-vous de votre téléviseur. Il y a du bruit, on ne vous entend pas, on ne vous reçoit pas bien. Alors, à l'intention de ceux qui veulent nous joindre sur ce plateau, si vous voulez poser des questions, éloignez-vous de votre téléviseur pour pouvoir poser vos différentes questions. Sinon, il y a un écho. Nous, vous parlez, on vous entend. Certainement, vous ne nous entendez pas. Donc, éloignez-vous de votre téléviseur. On va prendre cet autre appel. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Allô, oui. Bonsoir, madame. Oui. Vous allez bien, madame? Allô? Bonsoir, madame. Si vous êtes à côté de votre téléviseur, éloignez-vous-en. Oui, nous vous recevons. Éloignez-vous de votre téléviseur. Il y a du bruit, s'il vous plaît. Alors, je crois que le problème qui se pose, ils veulent regarder la télé, poser des questions. Il y a un écho. On ne comprend pas et puis on ne décrypte pas bien les questions. On va continuer. Alors, il y a un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais poser le deuxième volet de ma question. C'est qui? M. Camara. Toujours monsieur Camara. Alors, allez-y très rapidement. Allez-y très rapidement. Le deuxième volet de ma question, c'est de savoir avec l'unité d'Onco, avec l'unico d'Onco qui est à Conakry. Allô? Nous vous écoutons. Oui, avec l'unité d'Onco qui est à Conakry, quelle est la perspective pour les hôpitaux régionaux? Parce que quand un enfant est malade à Zérékoré, il est malade à Labé ou il est malade à Kanka, qu'est-ce qu'il prévoit? Quand vous prenez les services de diabétologie, il y a une décentralisation quand même aujourd'hui. Je crois que l'unité d'oncologie doit faire de même. Parce qu'il y a plein d'enfants qui souffrent de ces pathologies qui n'ont vraiment pas d'accès aux services d'unité de proximité. Donc, ils sont à Kanka, ils sont à Zérékoré, à Labé, ils sont à Daramaniaki. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment prendre en charge ces enfants-là? Merci. Ben, on a un peu brossé sur ce volet. Oui. Alors, le professeur peut toujours revenir. Non, alors, en même temps, Madame Souma, vous allez apporter votre lecture. Je voulais dire que nous avons un plan stratégique de lutte contre le cancer de l'enfant en Guinée, un plan de 2015-2025. Dans ce plan, il est prévu une extension, une ouverture d'une unité à Zérékoré en 2021 et une ouverture à l'hôpital de l'Abbé d'une unité en 2024. Actuellement, à Kankan, beaucoup de gens de la Haute-Guinée partent à Bamako, qui a une unité qui est très fonctionnelle, qui est connue, les gens partent. Donc, il n'est pas exclu après en troisième position qu'on puisse ouvrir après une unité à Kankan. Donc ça, c'est des perspectives, mais à condition que les autorités prennent leurs décisions, donnent les ressources, et les partenaires vont donner les ressources complémentaires. Ensuite, qu'on forme le personnel. Comme je vous ai dit, j'ai tout fait pour ouvrir l'unité en tant que spécialiste. Les gens n'ont pas voulu du tout. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas ouvrir seul. Il a fallu avoir 2 oncos pour l'ouvrir. Donc la formation du personnel du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé et les équipements avec tout ce qu'il faut au niveau du ministère de la Santé, à mon avis, il y a des perspectives. Ce qui est fait du côté de l'endocrinologie, à mon avis, c'est un modèle que peut-être l'oncologie pédiatrique va suivre, j'espère.
Très bien. Une petite lecture, Madame Souma. Oui, et je réponds à M. Camara pour lui dire qu'en tant qu'associative, que nous sommes en train, justement pour la formation du personnel, en train de voir dans quelques mois, on ne sait pas encore la date, pour la formation du personnel médical. Le personnel médical, parce que la plupart de ces centres de santé ne sont pas pris en charge par les médecins. C'est les infirmiers, les ATS. Donc pour la formation de ces ATS, pour qu'à chaque fois qu'ils reçoivent un malade, qu'ils essayent de faire au moins une numération formule sanguine chez l'enfant. Un enfant qui vient pour une fièvre, de ne pas dire que c'est un palu, de faire la numération formule sanguine. Et si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire on les informe, les spécialistes les informent sur la prise en charge. Quand les plaquettes sont comme ça, c'est que pensez à orienter l'enfant comme ça, qu'on essaye de prendre, il ne reste qu'une dizaine dans chaque région administrative et la formation sera faite ou ici ou à l'intérieur du pays, mais par le biais et le soutien du ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur. Très bien. Alors, on va prendre aussi. Allô? Alors, rapidement, professeur Paté, le message avant le message, on va prendre cet autre appel. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Mon nom, c'est Dr Mohamed Camara. Je suis médecin gynécologue à l'hôpital national de Nous vous écoutons. Vous avez une question pour nos deux invités, professeur Paté Diallo et madame Souma Camara. Oui, je veux poser une question au professeur Paté. Très bien, rapidement. Nous n'avons pas assez de temps. D'accord, je voulais juste lui demander, est-ce que quand un enfant souffre du cancer, il est très facile pour le médecin généraliste qui est à l'urgence de l'orienter dans le cadre où il doit être admis pour le soin? Ça c'est un. Et de deux, on parle du traitement de cette maladie aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est prévu dans le cadre vraiment de prévention pour ne pas que les enfants attrapent la maladie? Quelles sont les mesures de conduite? Parce que malheureusement pour moi, c'est pas ma spécialité. Mais le problème d'enfants est quelque chose qui nous concerne tous. Ça c'est clair. Rapidement, alors, professeur. 3 points. Qu'est-ce qui est prévu? Je pense qu'actuellement nous collaborons avec les médecins. Je vous reçois un peu mal. Allez-y. Nous collaborons actuellement avec les médecins. Beaucoup de nos enfants viennent soit des ophtalmos, soit des odontos, soit des ORL, soit des médecins généralistes. Ceux-là. Donc nous avons actuellement, pour la prise en charge, nous avons actuellement un don de médicaments que nous gérons selon le protocole consensuel. Nous recevons tous les 6 mois un don de médicaments que nous gérons au niveau du service. Vous pouvez aller passer voir. Ensuite, pour la prévention. Pour l'enfant et l'adulte, ce n'est pas la même chose. On peut aller à des préventions plus facilement chez l'adulte, le tabac, l'alcool et tout ce que vous voulez. Mais en fait, le pédiatre peut être comptable des cancers de l'adulte. Si vous vaccinez contre le papillomavirus, vous êtes bien placé pour le savoir, vous allez prévenir probablement le cancer du col. Si vous vaccinez contre l'hépatite, vous allez probablement prévenir le cancer du foie chez l'adulte. Donc nous sommes un peu comptables des cancers de l'adulte. Et à ce titre, nous nous associons avec les collègues pour la vaccination, pour la prévention. Mais du côté de l'enfant, ce qui est important, c'est le diagnostic précoce. C'est extrêmement important. On peut avoir une idée sur la prévention avec les cancers familiaux, génétiques, environnementaux, mais ce n'est pas ça qui compte le plus, c'est le diagnostic précoce. Au prix du diagnostic précoce, ça c'est le système de santé. Il faut que les personnels, les infirmiers, les ATS, les sages-femmes, les médecins généralistes soient informés sur les signes précoces du dépistage de cancer. J'ai parlé du rétinoblastome tout à l'heure, vous en savez. Lorsque vous avez une anémie ou une hémorragie ou une infection, c'est probablement lié aux lignées sanguines qui se répètent ou bien des rhumatismes qui se répètent. Donc ici, je pense que c'est tout le personnel de santé du pays et le système socio-éducatif qui doivent s'associer pour aller au diagnostic précoce. Et ensuite, aider les parents. On est pris par le temps. Aider les parents pour la prise en charge. J'ai dit encore, ça ne relève pas de nous. C'est toute une politique sociale qui pourrait être envisagée avec tout ce qu'on peut, y compris pour l'emploi des jeunes. Alors, nous sommes pris par le temps. Je voulais poser une question, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec professeur Mamadou Paté
Mamadou Paté Diallo, pédiatre, professeur pédiatre à la retraite, spécialiste des maladies de sang et cancer de l'enfant, enseignant à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en même temps ancien ministre, on a oublié de mentionner ça, et à ma droite, Madame Souma Kamara, technicienne en anesthésie, présidente de l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée. Merci à vous, Madame Souma, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à notre appel. Merci également à vous, professeur, de répondre à notre invitation, de répondre à nos différentes inquiétudes, nous, l'émission, animateur et l'équipe de Dites-moi tout, docteur, et ainsi aux téléspectateurs qui ont vraiment voulu participer massivement à cette émission, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Merci à l'équipe du dimanche qui me coach pour la réalisation de Dites-moi tout, docteur. Merci également à maman qui est aussi malade. Je profite pour lui souhaiter prompt rétablissement, Radia Maimouna Souma, prompt rétablissement à toi. On se retrouve la semaine prochaine si le propriétaire des jours à venir le veut bien. Prenez soin de vous, votre environnement, votre alimentation. Merci et à très bientôt.